lithiasique, c'est une maladie qui est également fréquente. Ça touche environ 10% de la population, plus les hommes que les femmes, et la prévalence est en augmentation. C'est une maladie de l'adulte qui apparaît en général au cours de la 3e décennie, et le pic est entre la 3e et la 6e décennie. Le site actuel privilégié des lithiases, c'est les reins, là où à une époque, quand il y avait beaucoup de lithiases infectieuses, on était plutôt sur la vessie. En tout cas, l'épidémiologie des calculs a plutôt changé ces 30 dernières années, mais je ne vais pas insister là-dessus. 80% des calculs aujourd'hui sont de nature au moins partiellement calcique, 10% d'acide urique, 5% de lithiases infectieuses. Le risque de récidive des lithiases, c'est 50% à 5 ans, en particulier si on ne fait rien. Et une incidence qui est de 0,3% par an par habitant. C'est également un problème un peu quand même, même si souvent c'est pas grave, il y a quand même un peu une implication économique, parce qu'encore une fois, 10% de la population et 50% de récidive à 5 ans, ça en fait des venues aux urgences, des scanners, des urétéroscopies, etc., etc. Alors, la physiopathologie de la maladie lithiasique, eh bien, à un moment, il y a eu un déséquilibre entre la quantité d'un précurseur, d'un pourvoyeur de cristaux et donc de calculs, et le volume dans lequel il se balade. Donc, à un moment donné, la quantité du précurseur va augmenter et le volume urinaire va diminuer. Quelle que soit la nature des calculs, le volume urinaire, c'est quelque chose qui est important, parce que ça va augmenter la concentration du précurseur. Donc, ça, c'est... vous avez toujours raison, quand on parle de maladie lithiasique, de dire d'augmenter le volume de boisson. Il faut boire suffisamment pour uriner de l'eau. Ensuite, l'augmentation de la quantité des précurseurs. Enfin, ça va dépendre un peu de la nature du calcul. Soit c'est une augmentation des entrées des précurseurs, par une augmentation d'apport en oxalate, en calcium, en base purine. Patricia reviendra là-dessus, je n'insiste pas. Soit on va avoir une augmentation de l'absorption digestive de ces aliments qui sont ingérés en quantité normale. Par exemple, s'il y a une intoxication en vitamine D, on va absorber beaucoup de calcium, hypercalciurie, lithiase. Dans certains montages digestifs, notamment les grêles courts, on a tendance à absorber plus d'oxalate, hyperoxalurie, lithiase. Certaines maladies osseuses génèrent également une augmentation de la calciurie, ou bien certaines maladies génétiques, la plupart du temps, avec une production endogène des précurseurs lithiasiques, notamment l'hyperoxalurie primaire. Donc soit augmentation des entrées, soit diminution des sorties, diminution de la réabsorption rénale, ce qui entraîne une augmentation de la présence du précurseur dans les urines. Et ça c'est pareil, on est plutôt dans des maladies génétiques qui génèrent hypercalciurie, hyperphosphaturie, cystinémie. Peut intervenir également une carence en inhibiteurs de cristallisation, que sont les citrates. Donc ça, certaines maladies génèrent des hypocitraturies, notamment la maladie de Kakirichi, qui n'est pas rare. Le pH urinaire a également son rôle à jouer, puisqu'un pH urinaire qui va être acide va favoriser les lithiases d'acide urique et de cystine, et au contraire un pH urinaire alcalin va favoriser les lithiases phosphocalciques. Et les malformations urinaires peuvent également générer une maladie lithiasique récidivante de par l'effet de stase dans les voies urinaires. Bon, c'est ce que je viens plus ou moins de vous dire. Donc on peut avoir des maladies génétiques ou des prédispositions génétiques. En fait, chaque facteur étiologique peut être soit isolé, soit évidemment venir s'ajouter. Donc la prédisposition génétique, un mode de vie et une hygiène diététique inadaptée, des maladies acquises avec l'hyperparathyroïdie qui est une maladie très fréquente, des anomalies anatomiques qui prédisposent, la maladie de Kakirichi en est une notamment, et tout ça fait le lit de la maladie lithiasique. Alors, le bilan de première intention. Le bilan de première intention que vous retrouvez sur le QN de néphrologie peut être proposé pour toute première crise de colique néphrétique. Permet de rechercher des maladies fréquentes qui donnent des lithiases, donc notamment l'hypercalcémie et l'hyperparathyroïdie qui en est une.
L'hyperuricémie, allant volontiers avec le syndrome métabolique plus ou moins le diabète, donc la glycémie à jeun fait partie du bilan de première intention. Et la créatinine, pour savoir si c'est associé à une insuffisance rénale, ce qui va nous poser plus de problèmes, soit cette insuffisance rénale peut avoir un lien avec la lithiase ou aucun, mais en tout cas c'est plus embêtant d'avoir des lithiases sur des reins qui sont pathologiques. Les urines des 24 heures, pour nous permettre d'avoir une idée de la diurèse, de l'équilibre alimentaire avec le sodium, l'urée, la calciurie, puisque tout à l'heure, je notais que dans 40% des lithiases calciques qui sont elles-mêmes les plus fréquentes, on a une hypercalciurie, donc c'est important de la quantifier. La créatininurie, c'est pour savoir si le recueil urinaire il est complet ou pas, et l'uricurie dans la lithiase urique qui est la deuxième en termes de fréquence dans la population générale. Les urines sur échantillon, alors le pH urinaire est important, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que dans la lithiase urique, on va avoir un pH urinaire très acide, ce qui va bien avec le diabète, l'obésité, le syndrome métabolique. Au contraire, les pH alcalins vont favoriser plutôt les lithiases de phosphate de calcium et également les infections urinaires, donc ça nous donne une information. Le CBU, pour savoir si on est sur un terrain d'infection urinaire ou de colonisation urinaire qui peut également nourrir une maladie lithiasique infectieuse. La cristallurie, c'est beaucoup plus difficile de la voir, en tout cas en laboratoire de ville, ça ne se fait pas dans la région. Si on demande une cristallurie, il faut que le patient vienne uriner avant 9h au laboratoire de la Chéneau pour que ça parte à Lyon Sud. Donc les indications de cristallurie, peut-être vous ne prenez pas trop la tête, on le fera ici. Bon, évidemment, un petit message que vous pouvez donner à vos patients qui sont lithiasiques récidivants, c'est de récupérer leurs calculs. Ça peut paraître peu motivant comme ça, mais en réalité c'est hyper important parce que l'enquête de départ, on cède de l'anamnèse, toujours pareil, de l'anamnèse de la bio des urines, mais quand même, quand on a l'analyse du calcul, on a le moteur, on a le ou les moteurs, et à partir de là c'est beaucoup plus facile de réfléchir. Si on est sur un calcul classique, oxalate de calcium monohydraté, qui est effectivement fréquent dans la population et dont le facteur favorisant est quand même volontiers alimentaire, ou bien si on a de l'acide urique sur un terrain de surpoids, d'obésité, de diabète, on peut envoyer directement au réajustement diététique. Soit ça suffit à contrôler la maladie et c'est très bien, soit ça ne suffit pas, et on va au bilan de deuxième intention. Sur certaines analyses de calcul bien particuliers, on va directement au bilan de deuxième intention. Donc notamment quand on a de l'oxalate de calcium, mais plutôt prédominance calcium, quand on a du phosphate de calcium, quand on a de la lithiase, du phosphoammoniaco-magnésium, qui est plutôt de la lithiase infectieuse. Enfin bref, quand on a des analyses qui sortent de l'oxalate de calcium monohydraté ou de l'acide urique, on va au bilan de deuxième intention. Et on va d'emblée au bilan complet, quand on a des calculs récidivants, bilatéraux ou multiples, un rein unique, parce que lithiase sur rein unique égale si ça migre à l'urine. Si on a une insuffisance rénale sous-jacente, si on a une néphrocalcinose, qui témoigne par définition d'une hypercalciurie et souvent d'une maladie, d'un diagnostic à faire d'une maladie génétique, et le sujet jeune. Jeune, c'est quel âge? Alors, premier calcul en dessous de 30 ans, c'est ce qu'on fait sur la chaîne. Et ce bilan de deuxième intention qu'on fait faire aux patients qu'on reçoit en consultation est plus complet avec le phosphore urinaire, l'oxalurie, la citraturie, la protéinurie pour ne pas passer à côté de tubulopathie, proximale ou distale qui vont donner des calculs. Voilà. Je passe, Patricia va en parler. Dans certains cas, si l'activité lithiasique persiste malgré un rééquilibrage alimentaire bien suivi, ou bien si l'observance du patient est difficile à obtenir, c'est-à-dire il récidive mais ça ne le motive pas suffisamment pour modifier son hygiène de vie, on a des traitements complémentaires qui dépendront de la nature de la lithiase. Autrement dit, si c'est de l'acide urique, on alcalinise. Si c'est de l'oxalate de calcium, on donne du citrate, dans tous les cas on donne du citrate de potassium mais plus ou moins dosé. Notamment dans l'acide urique, on alcalinise fort. Dans le citrate de potassium, on donne également du produit alcalinisant, mais un petit peu moins. Ce qui est embêtant dans ces cas-là, c'est que c'est pour le long cours, quoi. Ce que j'explique aux patients, c'est que d'abord, il faut boire.
équilibrer son alimentation, et si vraiment on ne s'en sort pas, on part sur des prescriptions de citrate de potassium, mais c'est des produits qui sont non remboursés, et encore une fois, c'est une maladie du sujet jeune, donc s'il ne modifie pas de toute façon son mode alimentaire, il récidivera. Donc autant modifier plutôt que payer 30 ans de citrate de potassium de sa poche. Donc, qui est-ce qu'on reçoit à la consultation? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les calculs récidivants, bilatéraux, multiples, l'âge précoce du premier calcul, le rein unique, le terrain d'insuffisance rénale sous-jacent, la néphrocarcinose. Le patient recevra l'ordonnance pour faire le bilan de seconde intention qui est bien complet. Les patients sont adressés, s'ils le veulent bien, s'ils sont motivés, à Patricia. Et à vous voir avec elle, je vais vous remettre les coordonnées de Patricia, mais voir si elle veut bien, peut-être que vous donniez les coordonnées, leur donniez les coordonnées avant le délai de la consulte, on pourra échanger. Comment joindre le service de néphrologie? Donc, les demandes de consultation non urgentes. On est sur une maladie rénale chronique qui est modérée et ou sévère, stable. Vous savez que le délai va être un peu long. Donc, vous remettez les coordonnées du secrétariat au patient avec un courrier d'adressage et on demande aux patients de nous envoyer ce qu'ils ont, donc leur dernière biologie sanguine, les urines s'ils en ont, leur écho rénal, et nous, après, on étudie tout ça et on dit plutôt avis. Des fois on vous appelle, on vous envoie des mails, des fois on dit ok, consulte dans tel ou tel délai, et des fois on dit carrément hospitalisation. À l'heure actuelle, mais l'idée c'est qu'on arrive à un peu plus ciblé. On envoie l'ordonnance première fois, qu'on va adapter au motif, MRC, lithiase, prééclampsie, que sais-je. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on demande aux patients, c'est marqué sur l'ordonnance, de faire le bilan tout de suite, parce qu'on peut avoir jugé que ça c'était pas urgent, mais si jamais il y a finalement 3 grammes de protéinurie, on va voir. Les demandes d'avis non urgents, vous vous interrogez sur une prise en charge diagnostique ou thérapeutique, et c'est pas urgent à la minute. N'hésitez pas à nous envoyer un mail, on vous répond, et voilà. Soit à l'adresse du secrétariat, et ça nous est transféré, soit au mail d'avis néphro. Si vous sentez qu'il y a un truc pas net, que l'avis est urgent et que plus ou moins il faut hospitaliser le patient, il y a la ligne d'avis néphrologique que vous pouvez solliciter, ou sauf grosse galère parce qu'on n'est qu'un au lieu de 3, on ne répondra pas à la ligne d'avis. Donc à ce moment-là, il faut passer par le secrétariat et insister. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours quelqu'un, et si vraiment vous avez un gros truc flamboyant, il ne faut vraiment pas hésiter et insister en disant que c'est une insuffisance rénale, que vous pensez que c'est... Vous avez compris, le mot-clé c'est GNRP. Là, on prendra toujours. Non mais voilà. Et je réinsiste sur le fait que l'insuffisance rénale aiguë ne doit pas faire l'objet d'une demande de consultation. Tout est la repérer. Donc on est toujours 3, juste le docteur Goëro-Acourt qui était là jusqu'au mois de mai a été remplacé par le docteur Inès Aliwa, et puis il y a toujours le docteur Boucher et moi. Et rapidement, je me suis posé la question dans les missions de Bouche ton Rein, comment est-ce que, je ne sais pas si vous abordez ça d'ailleurs avec vos patients, mais puisqu'on est dans comment améliorer la prise en charge de la maladie rénale en médecine générale, je me suis dit que peut-être, soit à l'occasion de votre rencontre avec le patient, soit un renouvellement où vous avez un peu de temps, c'est un sujet qui peut être abordé au fait, est-ce que vous êtes donneur, est-ce que vous savez que vous pouvez donner vos organes? Je me dis que à l'occasion d'une prise en charge en réa, si la famille ne sait pas, peut-être qu'il vous appelle de temps en temps, j'en sais rien, pour savoir si le patient vous avait dit s'il était donneur ou pas. Et en tout cas, c'est dans votre longue liste de questions à poser, peut-être que celle-ci peut être rajoutée. Voilà, je l'ai beaucoup parlé. Merci.